Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Parole d'élus. Nous recevons aujourd'hui le député d'Hiver Droite, désormais de la première circonscription des Vosges, Stéphane Viry. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, juste après votre réélection en juillet, vous avez annoncé quitter donc les bancs de LR pour rejoindre le groupe Lyot. Comment est-ce que vous vous définissez aujourd'hui à un électeur lambda qui vous demande, tiens, Stéphane Viry, et comment c'est le même homme politique qu'avant. Mon positionnement n'a pas changé. Je suis un homme de droite. Une droite que je veux ouverte, une droite que je veux sociale, une droite que je veux utile à mon pays. Ma pratique parlementaire depuis la réélection au mois de juillet n'a pas changé. Je cherche à être utile, je cherche à être efficace, peu importe avec qui je dois travailler. J'ai fait le choix effectivement en juillet de ne pas rejoindre le groupe LR qui étaient les miens, qui étaient mes amis. J'ai encore d'excellents contacts avec. Là, dans le cadre du projet de loi de finances, j'ai signé des amendements avec des députés LR. Je les vois chaque semaine à l'Assemblée sur différents sujets, donc il n'y a pas de divorce entre eux et moi. Mais quel a été le motif Le motif, il était triple. Tout d'abord, le positionnement d'Éric Ciotti me posait une vraie difficulté par rapport à la conception que j'ai de la droite. Deuxièmement, pendant 2 ans, entre 2022 et 2024, j'ai trouvé que le groupe LR, dans lequel je participais, n'avait pas une position assez claire, en tout cas assez utile au pays. Il y avait une situation de majorité relative, on n'était pas macronien, on était dans l'opposition. Il n'en demeure pas moins que dans l'intérêt du pays, je considère qu'on devait quand même être un peu plus conciliant pour tenter de trouver des solutions pour le pays. Et la troisième position trop brutale. Ouais, c'est ça. Et je crois qu'à un moment donné, il faut tenir compte de la configuration parlementaire telle qu'elle est. Pour moi, la majorité relative entre 2022 et 2024, ça ne devait pas être une tare pour le pays. Ça devait être une chance. Ça nous obligeait à être intelligents ensemble. Ça nous obligeait à trouver des points de convergence. Hélas, on n'a pas eu cette maturité qui nous a permis de le faire. Bon. Donc moi, j'étais un peu dans la confort. On a vu à quel point l'art du compromis n'était pas une culture française. Ça, je le déplorais. Donc, je n'étais pas d'avis de repartir, surtout que Laurent Wauquiez avait indiqué que lui n'acceptait pas l'idée même de la coalition dans le cadre de cette nouvelle législature, alors que la configuration parlementaire issue du vote des Français, avec que des minorités, pour moi, exige qu'on fasse de la politique autrement. Donc, pour ces raisons différentes, tout en étant le même, un homme de droite, tout en cherchant à être utile dans la voie parlementaire, je ne voulais pas m'enfermer dans le groupe LR. Donc j'ai rejoint Alors le groupe Lyot, on va préciser, hein, donc 22 députés, très disparates, il faut être tout à fait clair, liberté, indépendance, outre-mer. On a donc là des Corses, des Bretons, des députés ultramarins très régionalistes. Comment est-ce qu'on fait une sorte de voix d'ensemble avec tout ça ? Déjà, Lyot n'est pas un parti politique. C'est-à-dire que Lyot nous laisse la liberté de pensée, de conviction. Il y a effectivement des hommes de droite, des femmes de droite, des hommes de gauche, etc. Majoritairement de droite. Majoritairement de droite. Le groupe Lyot, effectivement, à 2/3, il est davantage des parlementaires de sensibilité de droite. Moi, ce que je recherche, c'est mon indépendance, c'est ma liberté. J'ai toujours dit, d'ailleurs, sur votre plateau, pendant les débats préélectoraux, que pour moi, un député, ce n'est pas l'homme d'un parti politique. C'est un homme ou une femme qui va porter la voix d'un territoire, qui va chercher à faire la France par rapport aux données actuelles. Donc là, vous l'avez totalement ? Moi, je l'ai totalement. C'est ce que je recherchais, cette liberté. Lyot, en plus, c'est un groupe évolutif. On voit bien, effectivement, que c'est une conception un peu baroque des choses. Ça nous donne des ressources parlementaires qui nous permettent de nous exprimer, qui nous permettent de faire. On ne peut pas dire effectivement qu'on part d'une voie unique, parce qu'effectivement, il y a des divergences entre nous. Et il y a des personnalités, on voit là Charles de Courson derrière vous, le président c'est Stéphane Lenormand, qui est de Saint-Pierre-et-Miquelon, hein, je crois, c'est ça, député là-bas. Ouais. Est-ce que, alors comment ça se passe ? Est-ce que vous discutez entre vous ? Est-ce qu'il y a concertation, sachant que vous avez forcément des divergences de vues très importantes ? On parle plus que dans un autre groupe. Beaucoup de séquences de travail sur les sujets différents, beaucoup de concertations avec les partenaires sociaux. On reçoit beaucoup dans le groupe Lyot et on s'efforce effectivement, tout en conservant la liberté à chacun, de voter, de proposer, d'amender. On s'efforce de... Et on doit vous solliciter beaucoup, vous êtes 22 aujourd'hui, compte tenu du fait qu'il n'y a pas de majorité, évidemment que 22 voix ça compte. Mais c'est ce qui est plaisant dans l'exercice de la fonction dans le cadre de cette législature. L'indépendance qui est la nôtre, une forme d'expérience parlementaire et de connaissances que l'on peut avoir avec les institutions. Le fait, effectivement, qu'il faille trouver des majorités texte par texte fait qu'actuellement, pour moi, depuis 3 mois, avec ce nouveau mandat, il y a une intensité... marginalisé, en fait. Non, bien sûr, c'est tout le contraire.
Tout le contraire, je pense qu'on a une voix qui est plus importante, même si on est un groupe à taille réduite. Alors, groupe présidé, je l'ai dit, par Stéphane Lenormand. Christophe Naegelen, qui était coprésident juste avant, aurait sans doute voulu y être. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça engendre des frustrations, des crispations? Non, Christophe reste un membre très important du groupe. Il est à l'origine de la création du groupe Lyot en 2022. Il a une fonction quasiment de coprésident pour des raisons un peu d'harmonie du groupe. Comme Christophe est un homme de droite, on va dire les choses, c'était préférable qu'il y ait quelqu'un d'un peu plus policé, Stéphane, notre président de groupe, mais ça se passe très bien. Et moi, ça me permet de travailler avec Christophe dans l'intérêt des Vosgiens pour des dossiers qui sont les nôtres, de façon plus assidue, plus accrue. Donc pour le moment, c'est gagnant pour tout le monde. Vous êtes 1/11e du groupe Lyot, de fait. Je n'ai pas fait beaucoup de mathématiques dans ma vie, mais en tous les cas, c'est une évidence. Et une ministre entrée au gouvernement Barnier, Valérie Létard, dont on va voir quelques images, et il se murmure que le ministre du groupe Lyot aurait pu être le député qui est en face de moi. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a eu des contacts? Est-ce que Stéphane Viry a été ministrable? C'est compliqué à l'affirmer. Oui, il y a eu des contacts. Oui, il y a eu des discussions plutôt abouties. J'ai expliqué que pour moi, ma position, je me considérais plus utile à mon pays en restant à l'Assemblée dans le cadre de cette configuration parlementaire. Ça, c'est ce qu'on dit en général quand on n'y va pas. Oui, mais en fait, c'est ce que j'ai expliqué concrètement à celui qui m'a contacté, qui m'a sollicité pour rentrer dans l'équipe gouvernementale. J'ai dit que si jamais on faisait appel à moi, par responsabilité, j'irais. Mais j'ai clairement... Sur quel portefeuille? On est allé aussi loin que ça sur les discussions? Il y avait des évocations sur les sujets qui sont les miens, l'emploi, l'insertion, le travail, le sport, refaire la société par la vie associative, par la jeunesse. On avait évoqué, on était rentré un peu dans le détail. Et pourquoi dans un gouvernement d'ouverture, vous estimez que vous n'aviez pas votre place? Mais parce que c'est pas une question de ne pas avoir ma place ou pas une question de me sentir à l'aise avec les hommes et les femmes qui sont dans le gouvernement. C'est une question de me sentir où je suis le plus efficace compte tenu de ce qui se passe actuellement en France. On voit bien que le réacteur, il est à l'Assemblée nationale. Le pouvoir, il n'est plus à l'Élysée, il est à l'Assemblée nationale. Vrai régime parlementaire aujourd'hui, ça c'est clair. Pour soutenir la démarche de Michel Barnier, j'ai expliqué que pour moi, il me paraissait plus utile, pour soutenir la démarche, que je reste assiégé à l'Assemblée et de faire ce que je fais. Voilà ce qui s'est passé. Ça n'interdit rien. On verra ce que l'avenir me réserve. Mais effectivement, je n'ai pas poussé l'idée d'entrer en septembre 2024 au gouvernement. Alors vous filez à l'Assemblée dès ce soir, ce lundi soir, pour le début de la discussion du projet de loi de finances sur l'aspect recettes. On entend beaucoup de choses. À quoi vous attendez, vous, ce soir? Tout est possible. On voit bien qu'on est dans un scénario inédit. On voit bien qu'il y a des comportements parlementaires qui sont, à mon avis, irresponsables. On joue trop à se faire peur. On joue trop avec la France. Tout est possible. Je présume qu'il y aura à la fin un 49-3 parce qu'il n'y a pas de majorité, mais il faut l'admettre. La Constitution le prévoit. Est-ce que c'est la meilleure solution? Non. On va rappeler que c'est un recours illimité sur le budget. C'est un recours illimité. Donc, est-ce que c'est la solution? Non. Moi, je préfère le débat parlementaire. Je préfère que des amendements soient votés ou pas. Mais je m'attends à tout. On voit bien qu'il y a une forme d'hystérisation des débats parlementaires. On voit bien que certains projets de 2027, on voit bien que la leçon du scrutin de juillet 2024, où on a pensé que la France pouvait basculer à l'extrême droite, n'a pas été retenue par tous. Je le déplore. L'extrême droite qui a les clés aujourd'hui. Clairement, c'est un gouvernement sous liberté surveillée, très surveillé. Mais c'est 11 millions d'électeurs qui ont fait le choix de voter pour l'extrême droite, et il faut l'admettre, même si globalement, moi je suis contre l'extrême droite. Et les électeurs qui ont voté à gauche? C'est des députés qui ont autant de légitimité que moi et qui ont effectivement une place importante à l'Assemblée. Les électeurs qui ont voté à gauche, moi je pense qu'ils ont été un peu mystifiés par le nouveau Front populaire, par les résultats. Objectivement, quand on regarde la situation, ils ne peuvent pas gouverner. Ils sont une minorité parmi tant d'autres. Ils sont très loin de pouvoir constituer une majorité. Donc il y a eu effectivement pendant tout l'été la petite musique, le feuilletonnage de Lucie Castet. Qui était à Épinal d'ailleurs. Ça ne peut pas tenir. C'est une imposture, ça ne peut pas tenir. Il y a peu de scénarios qui peuvent tenir. Moi, je défends la méthode, en tout cas la démarche de Michel Barnier. Je ne suis pas d'accord sur tout. Je vais le dire dans le cadre des débats budgétaires. Mais je ne vois pas de plombée à l'heure où on se parle.
Ceci étant, les idées de gauche ont peut-être un peu infusé, puisqu'on voit qu'il y a des choses quand même qui auraient pu être dans le programme de NFP, avec notamment la limite de temps à la contribution sur les revenus qui a sauté. On s'aperçoit aussi que les 400 entreprises qui font le plus de profits en France vont être taxées, et peut-être pour une longue durée. Est-ce que c'est la situation qui l'exige, ou est-ce que c'est aussi une inflexion logique ? C'est une bonne décision. C'est une bonne décision que j'avais déjà défendue il y a un an, alors que la configuration politique n'était pas la même. La situation des comptes publics de la France est tellement dramatique qu'il faut admettre qu'il faut faire des efforts. Et la question est de savoir à qui on demande les efforts. Et il y a des entreprises qui, notamment en raison de la situation géopolitique ou de l'inflation énergétique, ont engrangé des profits records. Il ne me paraît pas anormal qu'à titre temporaire, on leur demande une contribution de solidarité à titre exceptionnel. Voilà. Je l'avais défendu par amendement. Cette année, ça ressort dans le cadre du projet de loi de finances. À titre personnel, ça me va très bien. Donc, sur une période courte, on a bien compris votre message. Une énième loi immigration pourrait bientôt arriver. On a vu que Bruno Retailleau bataillait beaucoup là-dessus. Franchement, est-ce que c'est l'urgence aujourd'hui, sachant que la précédente n'est pas forcément encore totalement digérée ? Il y a une question de flux migratoire. Tous les pays européens sont en train de modifier leur législation pour maîtriser les entrées sur leur sol national. Il y a eu effectivement cette loi qui a été donc votée il y a quelques mois. Elle me paraît effectivement devoir être complétée sur certaines franges un peu marginales. Moi, ce que j'attends vraiment d'une politique migratoire, c'est qu'elle soit très ferme sur le message de qui on veut faire entrer dans notre pays, mais qu'elle soit aussi très claire sur l'immigration que l'on veut. Moi, je veux une immigration économique. La France a besoin de ressources humaines. La France a besoin d'hommes et de femmes qui viennent pour travailler pour notre économie. On sait bien qu'on est devant un mur démographique, et on sait bien que partout ici dans les Vosges, il y a des hommes et des femmes issus de l'immigration qui travaillent au noir avec l'assentiment de leur employeur. Pourquoi, diable, dans l'intérêt de tous, ne devrait-on pas donner un titre de séjour temporaire, pour les besoins de notre économie à ces hommes et à ces femmes? Premier avantage, ils contribuent à la protection sociale, parce qu'ils ont un bulletin de salaire, ils payent de la cotisation et ça enrichit la solidarité nationale. Deuxième avantage, c'est que c'est clair pour tout le monde. Et comme le titre... Donc on ne régularise pas, on comprend bien l'idée. Pour vous, on ne régularise pas. On ne régularise pas, pas d'appel d'air, pas de mauvais signal adressé à l'extérieur, mais on tient compte de la réalité du pays. On n'est pas dans des utopies. Et il y a effectivement, à mon avis, un débat démocratique sur l'immigration qui doit être apaisé et qui doit repartir sur d'autres bases. Alors on parlait de travail, c'est effectivement votre credo, vous l'explorez depuis longtemps. Vous venez de rendre un rapport sur la semaine de 4 jours en faisant le bilan des expérimentations dans les Vosges et partout en France. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut généraliser? Faut-il passer par la loi? Il faut se presser maintenant, il ne reste plus de temps. Alors, non, pas par la loi, pas tout de suite, c'est trop tôt. Est-ce qu'il faut le généraliser? Non, il faut laisser les entreprises décider au cas par cas selon les potentialités. Les collectivités, ça marche dans le public aussi. Entreprises et effectivement secteur public. Moi, j'ai fait une mission parlementaire pendant 6 mois. Je n'avais pas de préjugés. J'ai observé, j'ai écouté, j'ai cherché à comprendre. De toutes les auditions que j'ai pu conduire, il en résulte que ça fonctionne en France et à l'étranger. Fort de ça, je me dis effectivement qu'on doit inciter à une nouvelle organisation du temps de travail sans baisser la durée du travail, et peut-être même en regardant si on ne peut pas la majorer un peu, pourvu effectivement que ça satisfasse à la fois l'économie et les salariés. Donc 35 heures en 4 jours, on a fait un reportage nous dernièrement chez Peduzzi, ça fait des gros volumes horaires, mais ça laisse la possibilité d'une journée supplémentaire pour sa vie personnelle. Il y a deux avantages, il y en a beaucoup d'autres, il y en a deux. En termes d'attractivité pour des employeurs, en termes de fidélisation du personnel, ça match parce qu'il y a beaucoup de salariés qui désormais préfèrent bosser en 4 jours qu'en 5 jours. Deuxième avantage, c'est que ça libère une journée pour s'occuper de soi, pour aller chez le médecin, pour s'occuper des enfants, pour s'engager dans la vie associative. Donc ça mérite qu'on ne rejette pas cette idée et au contraire qu'on cherche à la promouvoir sans pour autant légiférer. Je ne suis pas de ceux, pourtant j'ai fait le rapport, qui voudraient que la France impose à tout le monde la semaine en 4 jours. Allez, 2 dernières questions. Vous êtes conseiller départemental du canton de Golbey. Le déficit de l'État est de 166 milliards d'euros. Et il va y avoir des conséquences forcément sur les collectivités. Est-ce qu'on peut s'inquiéter pour les ressources du département des Vosges et des collectivités, des EPCI, comme on dit, vosgiennes? Oui, les conséquences, elles sont majeures. Les budgets 2025 vont être compliqués, pour certains impossibles.
il y aura des dépenses nouvelles, il y aura des ressources en moins. S'agissant du département des Vosges, il a des réserves, donc il y a à mon avis une capacité à absorber l'effort qu'on va demander pour rétablir les comptes, mais probablement faudra-t-il partout, y compris au département, revoir des politiques publiques. On ne pourra pas continuer comme avant. Le président Vanson vient de vous confier une mission sur l'insertion professionnelle, domaine que vous connaissez très très bien évidemment. Quel objectif? On va rappeler que les Vosges sont un des territoires expérimentaux sur la réforme du RSA. C'est ça qu'il va falloir voir de près? Oui, bien sûr. Écoutez, moi je lutte contre la dépense sociale passive. Je suis plutôt pour l'activation de la dépense sociale. Moins il y aura de bénéficiaires du RSA parce qu'on leur aura permis de retrouver un emploi, moins il y aura donc de dépenses pour le département et plus les employeurs vosgiens retrouveront de ressources humaines. Donc les politiques d'insertion, ce n'est pas de l'argent foutu en l'air, ce n'est pas de la mauvaise dépense, c'est de l'argent pour investir. Investir dans l'homme, dans la femme qui actuellement ne trouve pas sa place dans la société. Alors ça exige un donnant-donnant. La collectivité fait des efforts budgétaires, il faut que l'allocataire, lui également, se mette dans un parcours proactif, mais on n'a pas d'autre choix. Si on cherche des marges de manœuvre, une grande partie repose sur cette nécessité de remettre des gens à l'emploi. La dernière fois qu'on vous a reçu, c'était lors des législatives. Vous nous aviez dit que c'était votre dernier mandat. Il va y avoir des élections. Alors quand ça, personne n'est maître du calendrier, sauf peut-être une personne, effectivement. Qu'en est-il aujourd'hui? Dans quel état d'esprit êtes-vous? L'état d'esprit reste le même. Le mandat ne m'appartient pas. Quand je déciderai d'arrêter, j'arrêterai. Je ne serai pas candidat si j'ai plus la moelle. Après, vous me posez la question, alors que le mandat a démarré il y a 3 mois, c'est beaucoup trop tôt. Là, je viens de reprendre mon activité, je suis dans mes dossiers, j'ai le PLF. À chaque jour suffit sa peine, mais je ne me déjuge pas sur ce que j'ai dit publiquement sur votre plateau il y a quelques mois. Stéphane Viry était notre invité député DVD de la première circonscription. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et bon débat à l'Assemblée nationale. Ça promet d'être un peu épique. Pas d'émission lundi prochain, faute de disponibilité de nos équipes techniques. On se retrouve le 4 novembre. Très bonne semaine à toutes et à tous. À très bientôt.